Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes bien accrochés, car aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire complètement dingue. Je vous préviens d'avance, vous n'êtes pas prêts. Je pense qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de nous dire ce que vous en pensez en commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Trêve de bavardage, laissons place à l'histoire du jour. Installez-vous confortablement, et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Je m'appelle Omar, j'ai 28 ans et j'ai vécu toute ma vie dans une petite ville. Nous étions des gens ordinaires, avec des moyens modestes, mais on ne manquait de rien. Ma vie a été bouleversée après la fin de mes études au lycée, lorsque j'ai dû postuler pour des universités et des écoles dans une grande ville, à Kénitra, car il n'y en avait pas dans notre petite ville. J'avais un oncle célibataire qui vivait depuis longtemps à Kénitra et il y avait trouvé un travail. Cependant, il était devenu très distant et s'était éloigné de toute la famille, et personne ne savait vraiment dans quoi il travaillait. Il venait rarement nous voir. C'est à ce moment-là que ma mère a proposé à mon père de lui parler pour que je puisse vivre avec lui, car mes parents n'avaient pas les moyens financiers pour me soutenir et me louer un appartement pour moi seule. Ils m'ont dit qu'ils me donneraient quand même une petite somme d'argent et que je m'en servirais pour aider mon oncle. Mon père a donc appelé mon oncle et celui-ci a accepté de m'héberger. C'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Avant de poursuivre l'histoire, je vais vous raconter des événements de mon enfance qui ont un lien avec l'autre monde. Un jour, je me suis évanouie avec une forte fièvre et ça arrivait souvent la nuit. C'était à cause des enfants de mon quartier. Avec eux, je me rendais souvent dans des maisons abandonnées. Un jour, nous sommes entrés dans une villa vide, inoccupée depuis des années. À côté, il n'y avait que des sans-abri ou des gens qui fumaient et buvaient de l'alcool. Cette nuit-là, je ne vais jamais l'oublier, et c'était le pire choix que j'ai pu faire dans ma vie. On a décidé d'explorer cette villa pour voir comment elle était de l'intérieur. On était 3, mais le 3e nous a lâchés au dernier moment, car il ne voulait plus rentrer dans la villa. Je suis donc rentrée avec mon ami. Il avait le même âge que moi, 12 ans à cette époque. On est arrivé vers minuit. Le mur qui entourait la villa sentait mauvais à cause des alcooliques qui y faisaient leurs besoins. Il était devenu tout jaune et l'odeur était horrible. On a sauté par-dessus le mur et on est entré dans la villa. Sincèrement, j'avais peur, mais mon ami m'a encouragée. On avançait doucement dans la villa jusqu'à ce que des cailloux soient lancés sur nous. On ne savait pas d'où ça venait. Au début, on a cru que c'était les sans-abri qui nous jetaient des pierres, mais ça provenait de tous les côtés. J'ai tiré mon ami vers moi et je lui disais qu'on devait sortir, mais il ne voulait pas. Il était toujours accroché à l'idée d'explorer la villa et savoir ce qu'elle renfermait comme mystère. On en a fait le tour et on a trouvé un puits. Il n'y avait pas d'eau à l'intérieur et il n'était pas très profond. Quand nous avons éclairé l'intérieur avec notre lampe torche, on y a vu des photos, des tissus et un petit chat qui bougeait. Mon ami est descendu dans le puits pour attraper le chat et le sortir de là. Je l'ai aidé et en le sortant, on s'est aperçu que sa bouche était cousue. On a coupé les fils avec un morceau de verre qu'on a trouvé par terre et nous avons sorti de sa bouche une photo. On ne savait pas si c'était un mâle ou une femelle, c'était encore un bébé. Il semblait même pas avoir 2 mois. Nous avons de nouveau sauté par-dessus le mur et nous avons déposé le chat pour qu'il y mange, mais la pauvre bête ne pouvait même pas ouvrir la bouche. C'était affreux à voir. On a laissé le chat dans un jardin et on est rentré chez nous. Ce jour-là, mon père n'était pas à la maison. Il n'y avait que ma mère, ma sœur et mes petits frères. Je suis rentrée, effrayée, et ça se voyait sur ma tête. Ma mère m'a posé plein de questions, mais je lui ai dit qu'il n'y avait rien de grave et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Après le dîner,
alors que je voulais aller me coucher, j'ai vu une ombre noire bouger devant moi. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais comme dans un rêve, suivant l'ombre du regard. J'ai senti quelque chose monter sur mes jambes, puis je suis tombée et je me suis évanouie. Mes frères ont commencé à crier, ma mère m'aspergeait d'eau, et le plus fou dans cette histoire, c'est que je pouvais les entendre, mais je ne pouvais pas répondre. J'étais paralysée, incapable de bouger ma langue. Ma mère a appelé un de mes oncles, qui vivait près de chez nous, car mon père n'était pas là. Ils m'ont emmenée à l'hôpital. Après le diagnostic, le docteur a dit que je n'avais rien et que j'étais en bonne santé, mais qu'il me fallait juste un peu de repos. Dans ma tête, je me demandais ce qui se passait. Chaque jour, je me réveillais en sentant une odeur de brûlé dans ma chambre. Quand mon père est rentré, il a fait venir un raki qui récitait des versets du Coran. Il a révélé que j'avais simplement été touchée par un djinn et que je devais absolument faire mes prières régulièrement et me doucher avec de l'eau bénite chaque vendredi pour éviter tout contact avec les créatures de l'autre monde. Il a dit que ce n'était pas quelque chose de grave et que ça se soignait rapidement. J'ai donc commencé à suivre ses instructions, même si j'étais souvent réticent à prier. Ma mère ne me laissait plus seule, elle suivait les directives du raki. Mon père me faisait sortir avec lui tout le temps. Cette période, vers mes 12-13 ans, était très difficile. J'avais beaucoup changé, je n'étais plus comme avant, je sortais moins avec mes amis. Malheureusement, ce n'était que le début. Quand j'ai eu mon bac, je suis donc partie vivre avec mon oncle à Kénitra. Mon père voulait m'accompagner, mais je lui ai demandé de rester à la maison et de ne pas s'inquiéter pour moi. Il a donc demandé à mon oncle de venir me chercher à la gare. Dès que je suis arrivée, mon oncle était là. Je l'ai tout de suite trouvé étrange. Il agissait d'une manière très bizarre. Nous nous sommes dirigés vers sa maison. Pour que vous ayez une idée de cette maison, la propriétaire était une sorcière qui habitait initialement au rez-de-chaussée. Elle a fini par monter à l'étage car elle avait peur que des gens rentrent chez elle. Le logement du rez-de-chaussée portait encore les traces de ses pratiques. Tout le logement était rempli de djinns et d'entités maléfiques. Quand mon oncle cherchait à louer un logement, l'agent immobilier l'a amené à cette maison, qui était dans son budget et qui remplissait tous ses critères. L'agent immobilier s'était mis d'accord avec la sorcière pour lui trouver un locataire capable de la défendre si les gens du quartier la perturbaient. Mon oncle a donc signé un contrat de bail avec lui pour 4 ans, alors qu'il ne voulait à la base rester que 2 ans. L'agent l'a en quelque sorte obligé à rester 4 ans, en lui disant que dans la ville de Kénitra, il y avait une augmentation de loyer, que c'était une bonne affaire et qu'il avait eu de la chance de trouver ce prix. Mais la vérité dans tout ça, c'est que personne ne voulait habiter chez cette sorcière. Mon oncle, qui était nouveau dans la ville, ne savait pas s'il avait fait le bon ou le mauvais choix. La sorcière n'a pas arrêté de l'entraîner dans ses pratiques. En plus de la sorcellerie, elle avait vraiment un problème mental. D'après ce que mon oncle m'a raconté, elle avait une fille qu'elle a tout fait pour marier à un homme riche. Depuis toute petite, elle essayait de sortilèges sur elle, jusqu'à ce qu'elle en perde la tête. Un jour, sa fille est morte, et mon oncle m'a révélé que la sorcière n'avait aucune pitié pour elle. Elle disait que les djinns qui la possédaient n'appréciaient pas sa fille, et même les funérailles, elle ne les a pas organisées. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez la dangerosité de cette sorcière. Malheureusement, elle a aussi poussé mon oncle dans cette voie. Elle nous ramenait toujours à manger, et je mangeais sans me poser trop de questions, car à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle était sorcière. Son vrai visage, je vais le découvrir par la suite. Pour vous la décrire, elle avait la cinquantaine, avec des cheveux noirs parsemés de mèches blanches à l'avant. Chacun de ses doigts portait un tatouage, et elle ne portait que des vêtements traditionnels qui changeaient de couleur chaque jour. Chaque fois que je passais devant chez elle pour monter sur le toit, je sentais une odeur désagréable, de l'encens qui diffusait une odeur de cadavre ou de toilette. C'était insoutenable. On retrouvait souvent des choses étranges dans notre cour, de l'eau jaunâtre, des tissus et parfois des peaux d'animaux. Quand j'en parlais à mon oncle,
Il me disait toujours de me mêler de mes affaires et de continuer mes études sans faire d'histoire. Un jour, je sortais de la maison et je suis tombée sur elle dans l'entrée. Elle m'a demandé de lui rendre un service. Elle m'a dit que mon oncle lui rendait souvent des services, mais qu'il était parti au travail. Je pensais qu'elle allait me demander d'aller à l'épicerie du coin ou chez le boucher. Mais elle m'a demandé d'aller chez quelqu'un qui avait un poulailler. Elle m'a donné des directives précises. Dis-lui qu'Aïcha lui a demandé de lui laisser quelque chose. Je suis donc partie pour accomplir la tâche. En arrivant chez l'homme en question, je me suis présentée et je lui ai répété que Aïcha lui avait demandé de lui garder quelque chose. Il m'a répondu « Aïcha n'a toujours pas pris la route de Dieu », tout en prenant un coq noir qui m'a tendu. Je me disais que c'était bizarre de dire ça, mais de quand même lui vendre le coq, malgré ce qu'elle faisait aux gens. Tout le monde me regardait mal, et je me sentais honteux en portant le coq dans ma main. En rentrant à la maison, je l'ai trouvée assise sur les escaliers, dans le noir complet. J'ai eu peur, mais elle a pris le coq, et elle est montée en courant. Quand j'ai voulu entrer dans l'appartement, j'ai trouvé de l'eau sur la porte, et le tapis devant était trempé. Je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'elle avait lavé la maison. Mon oncle n'était pas là, alors je suis rentrée dans l'appartement et je suis allée dans ma chambre pour changer de t-shirt. À peine l'avais-je enlevé que j'ai vu apparaître devant moi un homme dont la moitié du visage était normal et l'autre moitié était noire. J'ai eu tellement peur que je suis sortie en fermant la porte derrière moi, me demandant si j'étais devenue fou ou si j'hallucinais. Je me suis calmée et je suis ensuite rentrée pour préparer à manger pour mon oncle et moi. À ce moment-là, j'ai entendu de gros bruits venant de la chambre. Pris de panique, j'ai appelé mon oncle et je lui ai dit que le repas était prêt et qu'il allait refroidir. Je n'ai trouvé que ça comme excuse pour qu'il rentre. J'avais la trouille. Il m'a répondu qu'il était encore en retard. Je me suis levée pour allumer toutes les lumières de la maison, tellement j'avais peur. J'ai ensuite appelé ma mère pour essayer de tenir le coup jusqu'à ce qu'il arrive. J'attendais l'arrivée de mon oncle avec impatience pour lui raconter ce qui s'était passé. À son arrivée, je lui ai tout raconté, mais il m'a répondu d'une manière très étrange et il était très en colère. Il m'a mis en garde de ne plus rendre de service à la sorcière Aïcha. La chambre qu'il m'avait attribuée me faisait peur, alors je lui ai menti en lui disant qu'il faisait trop chaud dedans et que j'allais dormir dans le salon. Dans la nuit, j'ai senti quelque chose de très lourd taper sur mon pied, comme si quelqu'un était assis dessus. Je ne pouvais plus bouger mes jambes. Il faisait noir et je ne savais pas ce que c'était. Je suis restée comme ça pendant 5 minutes, sans oser rien dire ni rien faire, mon cœur battant à tout rompre. Vers 4 heures du matin, j'ai vu la lumière s'allumer et mon oncle sortir. Je pensais qu'il partait prier, mais depuis que j'étais chez lui, je ne l'avais jamais vu prier. Il est revenu vers 6 heures et j'étais toujours réveillée. Je l'ai entendu remonter les escaliers, prendre une douche, puis retourner dormir. D'habitude, je me lève à 7 heures pour aller en cours. Je suis allée en direction de la salle de bain. Là-bas, j'ai trouvé ses vêtements couverts de terre, ce qui m'a laissé perplexe. Dans ma tête, je me suis dit que je devais me mêler de mes affaires et ne pas chercher à comprendre, et je suis donc partie à l'université. À mon retour, mon oncle dormait toujours. J'ai allumé la lumière et j'ai vu que ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait, il a simplement répondu qu'il n'avait rien. Sincèrement, je savais que je ne pouvais pas lui poser plus de questions. Plus tard, j'ai appris qu'il sortait dans la nuit pour enterrer les talismans qu'Aïcha la sorcière préparait chez elle. Parfois, elle lui demandait même de ramener des bébés morts pour les rituels en accord avec le gardien du cimetière. Chaque fois qu'il y avait un nouveau-né enterré, mon oncle s'en occupait. Il a fait ça à 2 reprises. Le temps passait et j'ai cessé de faire les prières que je devais pourtant faire chaque jour. Je dormais souvent sans me laver et les entités présentes dans la maison ont réussi à prendre le dessus sur moi. Ce que j'avais vécu dans mon enfance semblait revenir. Chaque matin, je trouvais une touffe de cheveux à côté de moi, sans savoir d'où elle venait.
Ses cheveux étaient longs et il n'y avait pourtant aucune femme dans la maison. Mon oncle et moi étions célibataires et nous ne ramenions jamais de femme à la maison. Sur ma peau, je trouvais des marques, comme si j'avais été blessée par un couteau, ainsi que des taches noires et bleues. La maison était devenue sale et en désordre, comme si personne n'y vivait et n'en prenait soin. Mes rêves étaient devenus obscènes. Je voyais des femmes et des silhouettes non humaines. Le soir, avant de dormir, on fermait la porte des toilettes, mais le matin, au réveil, elle était toujours ouverte. Un jour, je ne l'oublierai jamais, je sortais de la maison vers 7 heures du matin. En fermant la porte, j'ai entendu la sorcière Aïcha descendre les escaliers avec un sac noir duquel s'écoulait du sang qui laissait des taches partout. L'odeur était insupportable. Elle m'a demandé de rentrer pour lui ramener un autre sac car celui-ci était troué. Je me suis exécutée sans chercher à savoir ce qu'il contenait. J'en ai parlé à ma mère qui m'a demandé de résister car mon père n'avait pas assez d'argent pour me payer un loyer. Mon oncle avait encore 2 ans de contrat avec Aïcha et elle refusait de lui rendre son argent pour qu'il s'en aille avant. Je voyais des femmes de tous milieux sociaux venir la voir. Parfois, c'était des femmes simples, parfois des femmes très riches. Quand c'était le cas, elle envoyait mon oncle acheter des pâtisseries et préparer un grand repas qu'elle nous faisait aussi goûter. Un jour, une femme s'est évanouie chez elle. Aïcha n'arrivait pas à la réveiller et elle est descendue me voir pour me demander de l'aider, car mon oncle n'était pas là. Je lui ai dit que j'arrivais, mais j'ai fermé la porte et je ne suis pas allée l'aider. Je ne voulais pas m'impliquer dans ses affaires qui ne me concernaient pas. Finalement, la femme qui s'était évanouie a fini par se réveiller d'elle-même. Quand mon oncle est rentré à la maison, Aïcha a commencé à lui dire que je faisais trop de bruit et que j'étais agaçant. Elle voulait qu'il me vire et lui répétait qu'elle avait loué le logement à mon oncle, mais pas à moi. C'était clair qu'elle voulait se débarrasser de moi. Nous avions une petite cour dans la maison où je trouvais souvent des têtes de coq et des photos de personnes avec des inscriptions dessus. Un jour, j'ai même découvert un lézard entouré d'une touffe de poils avec une aiguille dans la bouche. Peut-être qu'elle jetait là les sortilèges qui ne marchaient pas. Mon oncle était devenu son esclave. C'était sûr qu'il travaillait pour elle, qu'il enterrait des objets. Elle pouvait frapper à la porte à minuit et il partait immédiatement lui rendre service. Quand je lui donnais des conseils ou que j'essayais de le raisonner, il me demandait de me mêler de mes affaires. Je n'avais plus la force de poursuivre mes études. L'ambiance était terrible à la maison. Quand je dormais, quelque chose me tirait et me faisait tomber par terre. Je me réveillais avec des douleurs dans tout le corps. Ma mère m'a conseillé de mettre un couteau et du sel sous mon oreiller, et elle me disait que je devais simplement rêver. Mais je savais que c'était réel. Une nuit, j'ai vu le même homme qui venait me voir habituellement dans mon sommeil, mais cette fois-ci, la colère se voyait dans ses yeux. Il a jeté une couverture noire sur moi. Ma tête était couverte et je ne pouvais plus respirer, et je me suis étouffée au point d'en perdre connaissance. À mon réveil, j'étais assis, tenant un couteau dans ma main. Heureusement, je ne me suis pas blessée avec. J'essayais de rester positif, sachant que ma famille n'avait pas les moyens de me permettre de vivre seule. Je décidai de recommencer à prier et à lire le Coran. Mais dès que je commençais à prier, une odeur insupportable se faisait sentir, m'empêchant de continuer. Parfois, je perdais ma concentration, je voyais des images et j'avais des hallucinations honteuses. Des voix dans ma tête insultaient la religion et disaient des choses terribles, et ça s'arrêtait seulement quand je cessais de prier. Quand le Ramadan est arrivé, mon oncle m'a dit que Aïcha partait voir sa famille et que la maison du dessus serait donc vide. Pendant ce mois, tout allait bien. Je faisais mes prières, je jeûnais et j'emmenais mon oncle avec moi à la mosquée. Vers la fin du Ramadan, j'ai de nouveau entendu des cris et des bruits. Le soir même, une femme a frappé à la porte pour dire qu'elle sentait une odeur de brûlé venant de l'étage. Mais je lui ai dit que la dame qui habitait là était en voyage et que ce n'était donc pas possible. Tout le monde savait que c'était une sorcière. Ça effrayait les voisins et ils essayaient le moins possible de l'approcher.
Après le ramadan, elle est revenue et a recommencé à pratiquer ses rituels. Elle brûlait de l'encens dont l'odeur était toujours horrible et dégoûtante. Je ne pouvais pas supporter cette odeur, semblable à celle d'une poubelle ou d'un cadavre brûlé. Un jour, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai trouvé un triangle dessiné au henné sur ma main. Il était très visible, de couleur rouge. Mon oncle, en le voyant, m'a demandé d'aller voir Aïcha, car selon lui, elle comprendrait la signification de ce signe. Je ne sais même pas comment j'ai trouvé le courage de monter chez elle. Je ne l'aimais pas, je la détestais même. C'était la première fois que j'entrais vraiment chez elle. Chaque chambre était peinte d'une couleur différente. L'odeur nauséabonde était présente partout et l'atmosphère était très lourde. Elle m'a fait entrer dans la pièce où elle faisait ses sortilèges. J'étais prêt à vomir, l'odeur était décuplée dans cette pièce. Il y avait des bougies, des tissus, des carapaces de tortues et des cheveux partout. Elle avait même de la terre qui venait du cimetière stockée dans son placard. Choquée, je me pinçais pour être sûre que ce que je voyais était la réalité ou si j'étais en train de rêver. Elle a sorti des cartes, a demandé mon nom et celui de ma mère, puis elle a pris ma main pour examiner le henné. Elle m'a dit que j'avais une djinnia amoureuse qui me hantait et qu'elle me voulait. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, n'ayant aucune connaissance de ce monde-là. J'entendais souvent parler des djinns, mais je n'avais pas beaucoup d'informations sur ce monde. Aïcha m'a donné une eau avec une odeur horrible, me disant de me laver les parties intimes avec et de ne pas prendre de douche pendant au moins 3 jours. Elle me disait que cette djinnia me désirait, qu'elle ne me ferait pas de mal, au contraire, qu'elle m'aiderait à accomplir beaucoup de choses dans ma vie. Mais dans ma tête, je me disais que je ne voulais pas de cette djinnia, ni de la connexion avec l'autre monde. Je me suis rappelé la période où j'étais tombée malade à cause d'un djinn et durant laquelle j'avais beaucoup souffert quand j'étais plus jeune, et je ne voulais pas revivre ça. Pourtant, en redescendant chez moi, je me suis lavée avec cette eau, et les choses n'ont fait qu'empirer. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, je n'en ai aucune idée. La djinnia a commencé à apparaître sous l'apparence de ma mère, de ma sœur, de ma tante, et elle me montrait des images effrayantes. La situation ne faisait qu'empirer. Je lisais le Coran jusqu'à ce qu'elle disparaisse, mais elle revenait toujours. Un jour, Aïcha a annoncé qu'elle voulait organiser une lila, un événement pour idolâtrer les djinns. Mon oncle l'aidait à acheter tout ce qu'il fallait, des sacrifices aux bougies. Il a même ramené un groupe musical selon ses demandes. Des gens venaient de différentes villes, ils étaient hantés ou entretenaient une relation avec l'autre monde. Je me souviens d'une scène en particulier que je n'oublierai jamais. Les coutumes et les chants avaient commencé, et en levant la tête, j'ai vu un homme au visage très creusé, les os de son visage ressortaient. Il tenait dans sa main la tête d'un mouton. En voyant ça, j'ai couru à l'étage sans comprendre ce qui m'arrivait. C'est à partir de ce moment-là que je ne me rappelle plus de rien. J'étais inconscient. Mon oncle et d'autres personnes essayaient de me réveiller. Ils étaient tous autour de moi. Quand je me suis réveillée, à la fin de la soirée, mon oncle m'a raconté ce qui s'était passé. Je n'arrivais pas à le croire. Il m'a révélé que j'avais pris un couteau et que j'ai commencé à me tailler avec. En voyant la vidéo, j'étais complètement choquée. Je ne pouvais même pas la terminer. C'était une scène terrible à regarder. Les gens autour de moi m'idolâtraient. Et à la fin de la soirée, tout le monde est parti. Mes vêtements étaient remplis de sang et mes jambes en tremblaient. Aïcha m'a emmenée dans une chambre où tout était rouge, avec des couteaux, des bougies partout et un anneau rouge posé sur un bureau. Sans m'en rendre compte, j'ai pris l'anneau et je l'ai porté. Mon oncle est venu me chercher pour me demander de descendre. En voyant l'anneau sur mon doigt, Aïcha m'a dit que j'appartenais maintenant à une tribu de djinns et que leur couleur est le rouge. Elle disait que je devais faire des rituels pour eux de temps en temps, afin qu'ils me rendent des services. Je faisais des grimaces et des gestes illogiques, et si mon oncle n'avait pas été là, je l'aurais probablement frappé.
J'ai commencé à changer. Je suis devenue très angoissée. Si je me battais avec quelqu'un, je voyais rouge jusqu'à ce que je voie du sang, ce qui me calmait par la suite. L'Aïd est arrivé et c'était la première fois que j'allais égorger un mouton. Je suis partie voir ma famille et après avoir égorgé le mouton, j'ai pris le couteau et j'ai commencé à me poignarder avec. Ma mère, qui nous regardait de la fenêtre, n'a pas supporté cette situation et a commencé à crier et à pleurer. Mon père a essayé de m'enlever le couteau, mais je criais d'une voix très grave. « Ne me touche pas, dégage, ne me touche pas !» Je voulais même le poignarder. J'ai arraché les cornes du mouton, je les ai placées au-dessus de ma tête et je faisais des tours sur moi-même. J'avais du sang qui coulait partout, mais je ne sentais rien. Après m'être calmée, je suis partie m'asseoir dans un coin sur le toit de la maison, réalisant la catastrophe que je venais de causer. Ma famille a cherché un raki, mais personne n'a voulu venir. Je suis sortie de la maison, j'ai vu du sang par terre et je criais de toutes mes forces. À cet instant, j'ai perdu la tête. Je ne savais plus qui j'étais. Pendant ce temps, ma famille me cherchait partout. Je me suis retrouvée dans un terrain vide, entre un cimetière et la mosquée. Je tenais de la terre dans mes mains et mes vêtements étaient tachés de sang. Heureusement, c'était le jour de l'Aïd, donc ça pouvait passer inaperçu, sinon la police m'aurait probablement arrêté. Depuis ce jour, je voyais des djinns devant moi, et parfois j'entendais juste des voix. Ils ont finalement réussi à convaincre le même Raki qui m'avait aidé quand j'étais petit de venir. Cette fois, il a révélé que la situation était beaucoup plus grave. J'étais maintenant hantée par 3 entités. Mon père lui a demandé de m'aider, mais il a répondu qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Si j'avais continué à prier et à rester sur le droit chemin, je n'en serais pas là. Je suis restée 1 semaine de plus dans ma famille avant de retourner au logement de la sorcière Aïcha, car je devais retourner à l'école pour suivre mes études supérieures. Un matin, je suis tombée sur Aïcha, qui m'a demandé si j'avais commencé à voir des djinns. Elle m'a dit que je devais commencer à faire des choses pour eux. Sincèrement, je ne pouvais pas la supporter, cette sorcière. Elle était connue dans le quartier, et je ne voulais même pas m'afficher avec elle, ni lui parler. Plus tard, j'ai appris que mon oncle était amoureux de sa fille décédée. Elle lui avait promis de les marier, mais au final, elle leur avait fait de la sorcellerie à tous les deux, ce qui avait conduit à la mort de sa fille et transformé mon oncle en son coursier et esclave. Les gens autour de moi disaient qu'il y avait quelque chose de changé en moi. En me regardant dans le miroir, j'ai vu des traits changer. Je suis devenue musclée sans m'entraîner. Mes yeux faisaient peur et j'adorais la viande, surtout quand elle n'était pas trop cuite. Un soir, mon oncle a tardé à rentrer. Je ne savais pas s'il était encore au travail ou s'il devait ramener quelque chose à la sorcière. J'ai essayé de réviser pour mes examens, mais j'ai été pris d'une grande fatigue. Ma tête a commencé à tourner, comme si j'avais pris un médicament ou une drogue. Les lettres sur les feuilles bougeaient, et à ce moment-là, j'ai aperçu un homme, assez flou, qui a pris ma main gauche et l'a serrée. Et j'ai senti des griffures sur ma peau, de l'épaule jusqu'aux mains. Je me suis évanouie, et je suis restée inconscient jusqu'à ce que mon oncle arrive et me demande ce qui s'était passé. En regardant la feuille sur laquelle ma main reposait, j'ai vu des taches de sang, mais ma main était normale, sans aucune blessure ni griffure. C'était un moment horrible, des scènes inexplicables, incompréhensibles. Je ne souhaite à personne de vivre cette situation. Mon oncle m'a dit que je m'étais peut-être fait mal avec le stylo en m'endormant. Je lui ai montré mes mains sans aucune blessure, mais il ne voulait pas en parler davantage et m'a dit d'aller dormir et que lui aussi était très fatigué. Je suis partie me coucher et cette nuit-là, j'ai dormi dans un sommeil très profond et rien d'étrange ne m'est arrivé. Le lendemain, je ne me suis réveillée qu'à midi alors que j'avais un examen. Je n'ai donc pas pu le passer. J'ai dû obtenir un certificat médical pour pouvoir le repasser plus tard. Je reculais dans mes études, m'éloignant de mes amis de classe, moi qui étais pourtant très sociable et très heureux dans ma vie avant ça.
J'avais une attitude de plus en plus bizarre. Si je voyais quelqu'un porter du rouge, j'avais envie de le frapper, sans raison. Parfois, je me retrouvais en classe, perdue dans mes pensées, et je serrais ma peau avec une envie de l'arracher. Les filles que je connaissais, avec qui j'étais en contact, je commençais à les détester, à voir des images d'elles défigurées, ou alors avec une barbe et une corpulence d'homme. Je suis sûre que c'est à cause de l'entité qui m'habitait. Elle faisait tout ça pour éloigner les femmes de mon chemin. Il y avait même une jeune femme, aimée par tous les garçons, mais qui pour moi me paraissait laide, et je ne voulais pas l'approcher à cause des visions que j'avais d'elle. Un jour, vers 16 heures, en rentrant de l'université, je devais marcher une vingtaine de minutes pour rejoindre mon logement. Sur la route, je ne faisais que réfléchir. Je me demandais quand est-ce que tout ça allait s'arrêter. J'avais beaucoup de peine pour les gens ensorcelés, beaucoup de peine pour moi, et je voulais aider ma famille et rendre fière ma mère. J'ai pleuré un peu, puis j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai récité un verset. À la fin, j'ai demandé à Dieu de mettre fin à tout ça. Je voulais juste que ça s'arrête. À peine arrivé devant chez moi, j'ai été surpris d'y voir la police. Tous les voisins étaient présents, mais personne ne me disait ce qui se passait et ils ne me laissaient pas entrer. La police m'a arrêté à la porte et je leur ai dit que c'était mon oncle qui vivait ici. Peu de temps après, j'ai vu Aïcha sortir, suivie de mon oncle. Les gens les insultaient et la police cachait leur visage pour éviter qu'ils ne soient photographiés. Ce jour-là, j'ai appris tout ce que je vous ai raconté. Mon oncle creusait des tombes au cimetière, enterrait des sortilèges, et parfois, la fille de la sorcière l'accompagnait. Le gardien du cimetière avait été attrapé par la police et avait cité leur nom. Et ce n'étaient pas les seuls avec qui il travaillait. Il connaissait d'autres sorciers et d'autres gens mauvais qu'il a dénoncés. Mon oncle a été condamné à 4 ans de prison, la sorcière à 11 ans et le gardien à 15 ans. Je pouvais encore vivre dans la maison puisque le contrat n'était pas terminé, mais je ne pouvais pas y rester seule, j'avais peur. Cette nuit-là, j'ai entendu les portes claquer et j'ai vu les lumières s'allumer et s'éteindre. Je suis restée éveillée, attendant que le soleil se lève. J'ai appelé mon père pour lui raconter ce qui s'était passé, et il m'a encore dit qu'il n'avait pas les moyens de me payer un appartement et que je devais revenir et trouver une école à proximité. Je lui ai dit que j'allais trouver une solution. J'ai donc cherché du travail tout en continuant mes études. Très vite, j'ai trouvé un emploi dans un bureau pour une entreprise de fer et j'ai commencé à chercher un appartement. Grâce à des amis de l'université, j'ai trouvé 2 colocataires très sympas. Malgré tout, les djinns continuaient de me suivre, je tombais souvent malade et je les voyais régulièrement. Parfois, je demandais à mes colocataires de me laisser seule, craignant de faire quelque chose de bizarre en leur présence. J'ai commencé à prendre des calmants pour éviter de m'énerver et pour dormir la nuit, des médicaments très forts, mais ça ne suffisait pas. Je restais réveillée et je voyais des djinns et du sang par terre ou sur les murs. Des images choquantes et des créatures étranges. Chaque fois que je voyais ça, j'appelais un ami pour lui dire qu'il y avait du sang dans la chambre ou devant la porte, mais quand il venait voir, il me disait qu'il n'y avait rien. Je passais souvent pour un menteur ou un mec qui avait des problèmes mentaux. Pendant l'Aïd, je m'enfermais, incapable d'assister aux célébrations. Mon père et ma mère me mettaient à l'écart avec mon frère pour veiller sur moi. Quelques années plus tard, mon oncle avait honte devant la famille. Même après sa libération, personne ne voulait de lui. Il m'a appelé pour s'excuser et je l'ai pardonné. J'avais obtenu mon diplôme et je travaillais toujours à Kenitra. J'avais aussi une relation avec une fille, la seule que j'ai connue durant cette période. Chaque fois qu'on prenait la décision de nous marier, une catastrophe se produisait. J'ai donc fini par lui raconter toute mon histoire, sans rien lui cacher, et elle est prête à s'engager avec moi et à m'aider jusqu'à la fin de mes jours. Je vous avais prévenu que cette histoire était dingue. Vous en avez pensé quoi? Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce récit. J'ai hâte de lire vos avis.
N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.